Nous sommes en juillet 1755, dans la région contestée de l'Ohio, aux limites de la frontière qui divise la Nouvelle-France aux 13 colonies anglaises. Le 9 juillet, l'imposante armée britannique commandée par le général Braddock affronte les troupes françaises, canadiennes et autochtones à quelques kilomètres du fort Duquesne qu'elle était censée détruire. La bataille est une catastrophe pour les forces anglaises qui se font massacrer en quelques heures par les Français et leurs alliés. Le général en chef, Edward Braddock, meurt de sa blessure subie durant la bataille. À plus de 500 km plus loin, au fort Albany, une autre expédition britannique s'apprête à partir pour détruire les forts français du lac Saint-Sacrement jusqu'au fleuve Saint-Laurent pour conquérir Montréal. Le 17 juillet 1755, William Johnson est à la tête d'une force armée de 2000 hommes. Il quitte le fort Albany et marche durant plusieurs semaines pour construire un nouveau fort, le fort Edward, avant d'attaquer les forces françaises au fort Saint-Frédéric. Les éclaireurs canadiens et leurs alliés autochtones de la région informent le gouverneur général de la Nouvelle-France, Pierre de Rigaud de Vaudreuil, qu'une force britannique s'approche du lac Saint-Sacrement pour attaquer la colonie française. Vaudreuil envoie les régiments de soldats réguliers français commandés par le baron Jean-Armand de Dieskau, postés au fort Frontenac. Ces derniers sont arrivés en Amérique au mois de juin et se préparaient à attaquer le fort anglais des Grands Lacs, Oswego. Les régiments de Dieskau vont donc changer de cible et se déplacer vers le fort Saint-Frédéric pour repousser les forces de Johnson. Les bataillons de la Reine et de Languedoc seront accompagnés des compagnies franches de la marine, de miliciens canadiens et de guerriers autochtones alliés, pour un total d'environ 3500 hommes. Le 14 août 1755, Johnson et ses hommes empruntent le chemin du Grand Portage. Ces éclaireurs qui explorent le lac Saint-Sacrement découvrent la présence des 2 bataillons des troupes de terre arrivées de France qui se déplacent vers eux. Le 26 août, les forces de Johnson arrivent au lac Saint-Sacrement. 2 jours plus tard, Théanoguin, chef Mohawk allié des Britanniques, se joint à eux avec 200 guerriers iroquois. Johnson fait couper des arbres pour construire des fortifications et des bateaux pour transporter son armée sur le lac qu'il rebaptise Lake George, en l'honneur de son roi. Dieskau fait construire un fort sur la rivière Hudson, à Ticonderoga, qui sera nommé Fort Carillon. Il a laissé la moitié de ses troupes sur place pour continuer sa construction alors qu'il poursuit sa progression vers le fort Edward, alors appelé fort Lehman. Pour surprendre ses adversaires, Dieskau suit les conseils de ses alliés canadiens et autochtones et passe par le lac Champlain. Le 6 septembre, les forces de Dieskau ont réussi à traverser le lac et poursuivent une marche de plusieurs kilomètres à travers un terrain difficile. Le 7 septembre, ils sont à proximité du fort Edward. Dieskau veut lancer l'attaque pour surprendre les forces britanniques, mais leurs alliés iroquois refusent de collaborer. Le 7 septembre au soir, lors d'un conseil de guerre, les forces françaises, canadiennes et autochtones décident d'attaquer les troupes de Johnson, moins bien protégées, afin de les surprendre. Toutefois, Johnson est informé de la présence des Français au sud du lac George par ses éclaireurs Mohawks. Le lendemain matin, il organise un conseil de guerre et propose de séparer leurs forces pour protéger le fort Edward et pour prendre contrôle des bateaux français. Le chef Théanoguin refuse. La légende raconte qu'il aurait ramassé plusieurs branches au sol. Il va en briser une après l'autre devant Johnson et son état-major. Puis, il rassemble plusieurs branches qu'il essaie de briser en même temps, mais sans succès. Il réussit à faire comprendre que si leurs forces restent unies, elles seront beaucoup plus difficiles à briser. Johnson annule son plan et organise un repli stratégique vers le fort Edward pour la totalité de ses troupes. À 8 heures du matin, la marche de 1000 hommes débute avec le colonel Ephraim Williams, des troupes du 3e régiment du Massachusetts et du 2e du Connecticut commandé par le lieutenant-colonel Nathan Whiting. Ils sont précédés par le chef Théanoguin, qui est à cheval, et ses guerriers iroquois qui ouvrent la marche sur la route construite il y a quelques jours par ses forces britanniques. Le 8 septembre 1755, la bataille du Lake George est sur le point de débuter alors que les 2 armées se rapprochent l'une de l'autre. Nous sommes le 8 septembre 1755, près du lac Saint-Sacrement ou Lake George, à 10 heures du matin. Les éclaireurs canadiens et autochtones envoyés par le commandant de troupes régulières françaises, le baron Jean-Armand de Dieskau, reviennent avec d'importantes informations.
les forces britanniques de Johnson rebroussent chemin et se dirigent vers eux sans utiliser d'éclaireurs. Dieskau organise une embuscade. Il profite de la surprise et du terrain favorable pour placer ses forces en forme de crochet, afin d'utiliser un petit ravin qui surplombe le chemin d'une dizaine de mètres de hauteur. Les ordres sont donnés. Les miliciens canadiens et les guerriers autochtones seront cachés dans la forêt et devront laisser avancer les Britanniques et leurs alliés Mohawks dans le piège avant de tirer. Une fois qu'ils seront profondément enfoncés dans le crochet, les soldats réguliers venus de France vont avancer de face pour commencer le combat. C'est à cet instant que les Canadiens et leurs alliés autochtones pourront tirer sur leurs ennemis pour les surprendre. Quelques minutes plus tard, les guerriers Mohawks et leur chef à cheval s'approchent du piège. Alors qu'ils n'ont à peine franchi les premiers combattants cachés dans la forêt, un coup de feu est tiré. Il est possible que ce soit un accident, ou encore qu'un des guerriers iroquois alliés des Français ait voulu avertir ses frères iroquois du danger. Quoi qu'il en soit, plusieurs coups de feu sont échangés et Dieskau fait avancer rapidement ses troupes d'élite du régiment de la Reine et du Languedoc. 40 guerriers Mohawks sont tués. Le cheval du vieux chef, Théanogwen, est tué. Âgé de 63 ans, le chef Mohawk tente de fuir avec ses guerriers, mais il est rapidement rattrapé puis poignardé avant d'être scalpé par un guerrier autochtone allié des Français et des Canadiens. Plus loin, le colonel Williams essaie de réorganiser ses hommes en fuite, mais un tir l'atteint et il meurt sur place. Quelques guerriers britanniques s'organisent ici et là sur le chemin, commandés par le lieutenant-colonel Nathan Whiting, qui prend le commandement. Ils tentent de ralentir la poursuite de leurs ennemis afin de pouvoir retourner à leur campement. Johnson envoie 300 hommes supplémentaires pour aider à ralentir les forces françaises, canadiennes et autochtones. Il profite de ce délai pour accueillir ses hommes en fuite et organiser la défense du campement. Johnson fait placer 3 de ses canons vers le chemin pour le sécuriser. Il ordonne aussi que les nombreux canoës et bateaux sur les rives soient empilés pour former une barricade improvisée afin de protéger ses troupes des tirs ennemis. Finalement, un dernier canon est positionné sur une hauteur à gauche de ces défenses improvisées. Les derniers hommes qui ont réussi à retarder les forces de Dieskau arrivent au campement vers 11h30 du matin. Dieskau organise ses forces à moins d'1 kilomètre plus loin. La bataille du lac George est sur le point de commencer. Les nombreux Iroquois alliés des Français refusent de se lancer à l'attaque du campement des troupes britanniques. En plus d'être beaucoup plus nombreux et préparés à l'attaque, les Britanniques seront trop bien protégés derrière une barricade de troncs d'arbres, de chariots et de bateaux renversés. Dieskau insiste malgré la situation très défavorable pour ses troupes, affirmant que l'impressionnante discipline et le courage de ses troupes de soldats réguliers vont effrayer les miliciens des colonies anglaises, déguisés en soldats de métier. Le plan est simple. Dieskau va mener l'attaque de face, avec ses 220 soldats réguliers des régiments de la Reine et du Languedoc. Les miliciens canadiens et leurs alliés autochtones resteront sur les flancs, cachés derrière les arbres de la forêt qui entourent le camp britannique. Les premiers tirs dévastateurs des soldats français sur 3 rangs doivent faire fuir leurs ennemis effrayés par ceux-ci. Dieskau ordonne à ses soldats réguliers de fixer leurs baïonnettes à leurs fusils, puis s'avance de façon disciplinée vers le campement ennemi. Les quelques 1600 têtes de soldats britanniques sortent au-dessus des barricades pour tirer sur les troupes françaises qui se déploient devant eux. Le reste des troupes britanniques reste en réserve dans le camp et surveille les flancs. Les régiments français tirent plusieurs volées, mais leurs adversaires sont trop bien cachés derrière les murs improvisés du camp pour provoquer leur fuite. Profitant de la position immobile des soldats français, Johnson fait tirer ses canons sur ceux-ci. Malgré le carnage, les régiments de France restent en formation durant de longues minutes. Leur puissance de tir est impressionnante et les éclats de bois des palissades britanniques recouvrent leurs défenseurs qui commencent à paniquer. Les officiers anglais tentent d'empêcher leurs hommes de fuir. Dans ce déluge de balles françaises, même Johnson est blessé à la fesse et doit être soigné par un chirurgien à sa tente. Pendant ce temps, Dieskau se déplace dans la forêt marécageuse pour ordonner aux Canadiens et Autochtones positionnés à gauche des troupes régulières de presser l'attaque. Toutefois, ils sont atteints par balles. Dieskau est blessé à la jambe, puis un deuxième tir l'atteint au genou droit et se loge dans sa jambe gauche. Il ne peut plus se déplacer. Un peu plus à l'ouest, plusieurs guerriers autochtones ont réussi à prendre position derrière un gros arbre déraciné. Leurs tirs sont efficaces et plusieurs Britanniques sont tués. De l'autre côté du camp, plusieurs guerriers autochtones essaient d'encercler le campement.
Les officiers britanniques aperçoivent la manœuvre et font tirer canons et mortiers vers eux, ce qui les fait reculer. Plusieurs défenseurs anglais profitent de la situation pour sauter par-dessus leurs barricades afin de faire fuir les attaquants. Les troupes régulières de la Reine et du Languedoc se déplacent alors vers eux pour les affronter à courte portée. Les Français sont appuyés par les guerriers autochtones et canadiens derrière les arbres. Les Britanniques, rapidement massacrés, retournent derrière leurs barricades. Il est environ 16 heures. Les forces françaises, canadiennes et autochtones profitent de la situation pour se replier en bon ordre afin de bien protéger leur retraite. Vers 17 heures, plusieurs soldats et guerriers Mohawks sortent de leurs barricades pour piller les morts et les blessés ennemis. Johnson essaie de retenir la majorité de ses troupes dans le campement fortifié par peur d'une ruse des Français qui pourraient attendre le bon moment pour contre-attaquer. Un des pilleurs découvre le baron de Dieskau qui avait refusé de fuir et qui était assis contre un arbre. Malgré le fait que le baron cherchait à se rendre, le pilleur lui tire dessus et la balle le transperce d'une hanche à l'autre. Un officier britannique intervient pour sauver la vie du commandant français face aux Mohawks et le fait transporter vers la tente de Johnson pour s'y faire soigner. Après plus de 3 heures de combat, la bataille du Lake George était finie. La défaite des Français et de leurs alliés avait coûté la vie de plusieurs soldats, miliciens et guerriers autochtones dans les deux camps. Militairement, l'issue de cette bataille est sans grandes conséquences, si ce n'est que les forces britanniques ont été ralenties pour organiser leur expédition vers le lac Champlain, puis vers Montréal. De plus, le commandant des troupes régulières françaises, Jean-Armand de Dieskau, devra être remplacé par un autre officier qui sera envoyé de France, le marquis de Montcalm. Finalement, le reste des troupes françaises, canadiennes et autochtones vont se replier vers le lac Champlain. Ils y construiront le fort Carillon pour protéger la région. Les Britanniques vont renforcer leur présence au sud du Lake George, en construisant le fort William Henry. La bataille pour le lac Champlain n'est que reportée, et la guerre ne fait que commencer. En 1755, les forts Duquesne et Saint-Frédéric demeurent en possession des forces françaises, et la Nouvelle-France continue de résister à ses ennemis.